Fermeture des frontières, confinement, distanciation sociale, la quasi-totalité des pays a mis en place des mesures sans précédent pour enrayer la pandémie de coronavirus qui à ce jour a fait plus de 200 000 victimes. À l'heure où le coronavirus fait subir son joug à la planète, de nombreuses épidémies ont causé à l'humanité des bouleversements sans précédent. Nous avons souhaité consacrer plusieurs émissions aux frontières de l'inconnu, à l'histoire de ces épidémies, et pour cela, je reçois dans notre émission notre philosophe, historien et conférencier Dominique Vibrac. Bonjour Dominique, Bonjour Sabrina. comment allez-vous? Oh, le mieux possible dans une circonstance difficile. Voilà. Alors pour nos lecteurs, je reçois Dominique qui est à Paris dans son bureau et moi je suis donc sur Toulouse. Comme nous avions prévu, nous allons parler dans cette première émission de la première grande épidémie qui a fait l'objet de chroniques de contemporains de leur époque, de son époque, notamment Thucydide. C'est l'épidémie qui a sévi au siècle de Périclès pendant 4 à 5 ans, de 430 à 426 avant Jésus-Christ, et qui a fait, Dominique, entre à peu près 60 000 et 80 000 victimes, soit à peu près, Tout à fait. voilà, soit à peu près un tiers de la population. Alors, on l'a nommée la Grande Peste d'Athènes. Dites-nous, Dominique, on dit peste. Est-ce que c'était vraiment une peste? Est-ce que vous pouvez nous dire quels en étaient les symptômes de ce que nous avons recueilli des chroniqueurs de l'époque? Alors, en effet, Thucydide, que vous avez déjà cité, qui est chroniqueur, c'est-à-dire historien du temps présent. Le chroniqueur, il raconte l'histoire récente par rapport au temps où il a vécu, bien sûr, et le présent. Et Thucydide nous rend compte de façon très précise de la survenue donc de cette peste en 430 et de ses symptômes. Alors pour répondre d'abord à votre première question, le terme peste est à entendre ici au sens très large. Ça nous fait penser à pestilence, c'est-à-dire quelque chose de répugnant, d'horrible, d'effrayant qui survient. Une maladie, une épidémie, pas tout à fait une pandémie, qui est un terme d'ailleurs plus récent, mais une épidémie épouvantable avec un certain nombre de symptômes qu'il décrit et que je vais aussi vous décrire, qui ont été étudiés depuis par les biologistes, par les épidémiologues, et qui nous disent qu'on ne sait pas trop en définitive de quelle maladie il s'agissait. Donc ce n'est pas la peste au sens strict, ça on en est sûr. On sait que c'est une maladie infectieuse horrible, mais on ne sait pas trop laquelle, mais on est sûr que ce n'est pas la peste du bacille Yersinia, vous savez, identifié par Yersin en 1894 et qui est la peste proprement dite au plan médical. Oui, Alors quels étaient les symptômes? oui, Oui, la peste noire avec les bubons, donc qu'on connaît tous. la peste noire et la peste de Justinien et la Mm, peste qui reviendra dans l'histoire plusieurs fois, par exemple à Marseille au XVIIIe siècle. Ça c'est la vraie peste. mm. Dans le cas de la peste de Périclès, comme on l'appelle, c'est une maladie infectieuse mystérieuse. Il y a 15 maladies qui ont été invoquées. 15. La plus probable, 15, oui, 15 hypothèses qui ont été caressées. La plus probable, je ne suis pas médecin, je ne peux pas trancher moi avec certitude, mais Mm. la plus probable, c'est une forme un peu particulière de typhus. Typhus. Alors ça commençait, il y a une description par Thucydide, qui encore une fois n'est pas médecin, il y avait un grand médecin à l'époque qui était Hippocrate, qui est très célèbre. Mais Thucydide décrit, il dit que le mal commence, donc aux parties supérieures du corps, puis va se répandre. Alors il y a toute une quantité de symptômes, il y a un peu tout, hein, ça va de malaise jusqu'au diarrhée, il y a à peu près tous les symptômes possibles et imaginables, mais ça vient d'en haut vers le bas.
Oui. Aux extrémités, ça va parfois jusqu'aux pieds, il perd parfois. Alors les extrémités, quelquefois, pourrissent et tombent. Mmh. Parfois, les sens sont affectés, c'est-à-dire que le malade perd le sens de la vue en particulier et il est frappé de stupeur. Donc il y a dans, dans cette maladie un phénomène psychique, une sorte de folie aussi qui se manifeste. Alors, ces descriptions posaient des gros problèmes parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Donc il y a une panique et on va assez rapidement s'orienter vers une cause, on peut dire religieuse. On se dit que c'est parce que les hommes, finalement, n'obéissent pas aux dieux. Mais là encore, les prières ne vont pas vont servir à rien. Il faudra y revenir tout à l'heure. Les prières ne serviront à rien. Et les médecins, comme Hippocrate, observent. Et ce qui font deux observations. La première, alors Thucydide parle de tout ça. La première, c'est que une maladie de ce genre est dans le temps assez limitée. Ça dure peu de temps, ça ne peut pas durer plus de 40 jours. Sinon, c'est une maladie chronique. Là, on est en face d'une maladie foudroyante, ponctuelle. On mourrait en Et combien de puis, temps à peu près, cette maladie, c'est variable, mais quelques jours, hein, quelques quelques jours? jours. On pouvait souffrir C'est assez quelques jours. rapide. Mais il y en a qui meurent probablement, vous savez, c'est tout le problème quand il y a une épidémie. De quoi meurt-on? Est-ce qu'on meurt du mal lui-même ou de complications? Il y a des gens, par exemple au moment de la peste, on ne sait pas trop, ils mouraient en général pour la peste, on meurt directement de la peste, parce que c'est une maladie qui a ce qu'on appelle une très forte létalité. Ça veut dire que si on l'attrape, on a énormément de chances de mourir. Pour la peste, il y a deux formes de peste, mais ça allait entre 65% à peu près à 100% selon la forme de peste. Là, c'est pas le cas. Manifestement, il y a une létalité moindre, c'est-à-dire qu'on a des chances de survivre. Il y avait Mais, quand même un tiers de la population qui est morte à ouais, c'est l'époque. ça, qui en est morte. Qui en est morte, c'est une population affaiblie. On est en temps de guerre. Mmh. Vous savez que la plupart du temps, si vous êtes affaibli, par exemple, si vous n'avez pas assez à manger, si vous êtes dans des conditions difficiles, ben, votre organisme résiste moins. Alors, c'est pas vrai de toutes les épidémies. On aura l'occasion de parler de la fameuse grippe espagnole où c'est les gens en bonne santé qui étaient surtout atteints. Là, on a l'impression qu'évidemment, les plus fragiles partent d'abord, meurent d'abord, ce qui est souvent le cas hein, dans les épidémies. Mais il y a quand même un très grand nombre de gens aussi jeunes qui meurent, notamment des soldats, ce qui va être un énorme problème en temps de guerre, puisqu'on est en pleine guerre entre Athènes, vous savez que la Grèce, c'est pas un pays à l'époque comme aujourd'hui, hein. Vous avez des cités, et des cités qui se combattent l'une l'autre. Vous avez Sparte d'un côté, vous avez Athènes de l'autre, et qui se font la guerre. Donc Dominique, si je comprends bien, c'est une maladie qui était probablement le typhus, qui a fait 60 000 à 80 000 morts et qui a commencé comment? À quelle époque? Comment ça s'est déroulé? C'est sur 4 ou 5 ans, semble-t-il? Alors, 4 ou 5 ans, oui et non. C'est-à-dire que ça a commencé en 430. Et vous savez que les épidémies, c'est assez mystérieux, ça éclate à un certain moment. On observe qu'il y a plein de gens qui présentent des symptômes bizarres et qui meurent. Mais au départ, c'est souvent le cas quand il y a des épidémies dans l'histoire. Au départ, on ne sait pas trop ce qui se passe. On est perplexe. On ne remarque probablement pas tout de suite les premiers cas, on ne les identifie pas comme étant propres à une maladie nouvelle et bien particulière. Et ça va atteindre le paroxysme en 429, donc l'année suivante, le temps que ça se diffuse, évidemment. Et c'est là que les deux fils de Périclès, Périclès qui est le grand homme d'État d'Athènes, le plus Mmh. grand homme d'État d'Athènes, va mourir, donc ainsi que ses deux fils. Là, on Oui. est au paroxysme, on dirait aujourd'hui le pic. Et il y a un plateau, donc pendant pic. Le pic, c'est pas simplement un sommet bref, généralement ça dure un certain temps. Puis après, ben, il y en a de moins en moins. Et ça finit par disparaître complètement vers 426. Mais c'est surtout 429, donc qui est l'année la plus meurtrière. Quelles ont été les victimes, connues de l'époque? Oh, ben, il y Vous a avez dit Périclès? Périclès, évidemment, il y a Mmh.
il n'y a pas tellement, par exemple, Thucydide va y échapper, Hippocrate, le jeune médecin, il a 30 ans à l'époque, va y échapper. Donc, il n'y a pas forcément des personnalités, mais il y a une partie de cet âge d'or d'Athènes qui va disparaître. Et puis, il y a un choc psychologique. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas que le nombre de morts, même si un tiers, c'est quand même beaucoup, évidemment. Mais il y a aussi le choc psychologique, la panique et la mise en cause de toutes les valeurs, de toutes les croyances. On met en cause, par exemple, l'impuissance des dieux. Donc, il va y avoir une espèce de tendance à l'athéisme, on pourrait dire, qui naît à l'époque à Athènes. Ce qui n'empêchera pas, c'est important de le souligner, la fin du 5e siècle d'être prodigieuse aussi pour Athènes, ce qui veut dire qu'on peut quand même sortir des épidémies, puisqu'il y aura Socrate. Alors Socrate était évidemment déjà vivant à l'époque de la peste, mais il va survivre, et il y aura Platon, qui viendront par la suite, puis Aristote au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce n'est pas la fin d'Athènes, mais c'est la fin d'un âge d'or, d'une richesse économique, évidemment limitée, puisqu'on est dans les cités-États, on n'est pas dans des grands pays industriels, mais enfin, la richesse économique se fissure, s'effondre même, on peut dire, et puis le prestige politique aussi tombe. Il y a eu un âge d'or, Athènes était parvenue à une espèce de sommet, d'acmé, comme on dit quelquefois, et après, ce ne sera plus pareil. Les guerres vont continuer et Athènes va être sans cesse menacée, en particulier à cause de cette rivalité avec Sparte. Alors, 60 000 morts à 80 000 morts en 4 ans, en 4 à 5 ans, c'était considérable. Il devait y Oui, avoir des morts dans les rues qui jonchaient le sol. On devait avoir des difficultés pour les ensevelir. Quels étaient les moyens de lutte et comment ça se passait? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de par les chroniques que l'on a retrouvées? alors évidemment, dans ce genre d'épidémie, il y a toujours deux types de lutte. D'abord, il y a la lutte pour sauver les vivants, ceux qui sont encore en vie. Alors, on a à peu près tout essayé. Vous savez que la médecine grecque était quand même très créative. Alors qu'on prenait par exemple des bains, beaucoup d'onguents, des tisanes, des cataplasmes, des fumigations. Donc un ensemble de choses. On a à peu près tout testé. Et ce qui est intéressant, c'est on essaye tout, si vous voulez. Mmh. Ce ne serait pas la perspective aujourd'hui de médecins qui effectivement se cendrent sur un ou deux ou trois remèdes. On est dans l'idée de panacée. On pense qu'il y a des plantes qui sont par exemple des panacées, c'est-à-dire qui permettent de guérir un peu tout. Eh bien, rien ne marche. C'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça qu'il y a une profonde dépression psychologique. Rien ne marche. Alors ça, c'est, si vous voulez, pour essayer de sauver les gens, les guérir, Mmh. tant qu'il est encore temps. Et puis évidemment, quand ils finissent par mourir, il y a un problème. Il faut creuser des fosses pour les enterrer. Mais il semblerait que la vitesse, quand même, bien sûr, c'est beaucoup, 70 morts, 10 000 morts surtout, concentrés dans un petit espace. On parlerait d'un cluster aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire tout est dans Athènes, un peu autour, évidemment, mais l'essentiel est dans Athènes. Et donc, il faut ramasser les morts, les enterrer très vite. Et ça, c'est un point très important de l'ensemble des épidémies, parce que ça a une conséquence immédiate pour l'histoire des mentalités. Est-ce que Quand vous est-ce devez enterrer quelqu'un rapidement, oui. vous ne rendez pas l'hommage funéraire qu'il faudrait. Et donc, d'une certaine façon, vous ne respectez pas les traditions. Ça crée un choc, ça crée un traumatisme. On dirait aujourd'hui qu'il n'y a pas de travail de deuil. Et non seulement il n'y a pas de travail de deuil, mais d'une certaine façon, l'ordre spirituel, on pourrait dire, de la cité est mis par terre. Et ça, on l'observe déjà lors de cette peste d'Athènes. Donc il y a une panique, non seulement parce qu'on meurt, mais parce qu'on ne peut pas enterrer les morts. C'est quelque chose de très important, l'enterrement des morts chez les Grecs. Vous pensez à l'histoire d'Antigone. Oui, tout à Vous fait. savez, qui a enterré ses frères, Oui. qui Alors a été puni mmh. par Créon à cause de ça. Alors, vous avez indiqué qu'il y avait des moyens individuels, des onguents, des bains, et cetera. Est-ce qu'il y avait des mesures collectives, comme on peut connaître aujourd'hui avec, le coronavirus? Est-ce qu'il y avait des confinements, par exemple? Est-ce qu'il y avait des mesures, oui, collectives?
Alors, à ma connaissance, ou d'après ce que j'ai vu, non. Il n'y avait pas de mesures collectives, donc du type confinement. La quarantaine va surtout apparaître, on le sait, lors de la Grande Peste. On en reparlera à ce moment-là. Oui. Ce sera une ville comme Raguse, c'est Dubrovnik actuellement, qui va lancer au fond la mode de la quarantaine. Donc Ensuite, ça se il n'y avait rien. développera avec les autres pestes. Mais là, non, on peut pas dire ça. Donc il y a une perception certainement de l'infection, donc on prend ses distances, mais on n'a pas d'attestation d'une espèce de pro-préservation qu'on aurait faite. Ceci dit, les médecins à l'époque sont des médecins assez avisés, vous savez, qui font bouillir, par exemple, vous le retrouverez avec d'autres épisodes historiques, comme la peste de Justinien plus tard, qui font bouillir les instruments chirurgicaux pour intervenir. Donc, on a déjà quelques intuitions, mais c'est pas systématique. Est-ce qu'il y avait une prise en charge, donc il y avait une médecine individuelle? Est-ce qu'il y avait des hôpitaux à l'époque? Non, pas vraiment, non, 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 non. Et On les pouvait médecins? rassembler. Alors, vous savez, c'était les débuts de la médecine, hein. C'était les tout débuts de la médecine. Donc nous l'avons vu, Dominique, une épidémie, probablement de typhus épouvantable qui a fait en moins de 5 ans, entre 60 et 80 000 morts. Qu'est-ce que l'on peut, retenir, de cet épisode, Dominique? Alors pour l'historien, il y a plusieurs leçons. La première, c'est la facilité avec laquelle une cité puissante, prestigieuse, extraordinaire par son rayonnement et par sa cohésion, peut être, on peut dire, déstructurée, mis par terre par une aussi petite chose qu'une bactérie, probablement en l'occurrence. Bon, ça c'est une première leçon. La deuxième leçon, c'est quand même l'époque de la naissance de la médecine avec Hippocrate et une médecine assez différente de la nôtre. Alors c'est une médecine déjà fondée sur l'observation, pas tout à fait sur l'expérimentation, on n'est pas encore avec Claude Bernard, mais enfin, il y a quand même l'observation précise des symptômes, ce qu'on appelle la nosologie, c'est-à-dire, Michel Foucault, le philosophe, parle souvent de nosologie, c'est-à-dire on dresse des symptômes de façon systématique des maladies. Mais il y a autre chose peut-être. On a l'impression qu'est née à ce moment-là chez Hippocrate la conviction que la guérison dépendait plus du malade que du médecin. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons l'idée peut-être c'est une idée très commune aujourd'hui, que la médecine opère. Et finalement, le patient, il est passif. Patient passif. Pour Hippocrate, c'est pas vrai du tout. Pour Hippocrate, le médecin est plus témoin de ce que le patient, qui n'est pas passif du tout, mais de ce que la personne qui résiste à la maladie peut faire. Si vous voulez, on a l'impression que va naître cette idée qui est centrale dans la médecine d'Hippocrate, qu'au fond, la vraie guérison, c'est celle que le patient se donne à lui-même. Et que face à une épreuve très grave, très grande, très terrible, il y en a qui meurent et il y en a qui survivent. Ça veut dire que la personne ne réagit pas face au mal de la même façon. Et qu'au fond, c'est d'abord le malade qui se guérit. C'est Oui, une idée intéressante et encourageante. tout à fait. Et au niveau Voilà. collectif? Ben, au niveau collectif, évidemment, Thucydide est assez pessimiste sur ce qu'il dit. Il y a un effondrement des valeurs, il y a une mise en cause de la confiance. Je crois qu'on pourrait conclure, alors c'est pas une note très positive, mais dans l'immédiat en tout cas, alors ça peut être paradoxal parce qu'il peut y avoir en histoire une chose et puis l'autre aussi. Mais je crois que pour Thucydide, il y a un effondrement dans la confiance dans ceux qui gouvernent, dans la confiance dans les dieux, surtout les dieux grecs, évidemment une dimension toujours politique, c'est cette perte de la confiance. Mais je crois que cette perte de confiance ne veut pas dire qu'après, il n'y ait pas une résurrection. Euh, je pense toujours à Jean Giraudoux, vous savez, dans sa pièce Électre, qui raconte, c'est à propos de la guerre qui éclate, et puis les gens meurent, c'est affreux. C'est un peu analogue, l'épidémie à la guerre, par le traumatisme et par le nombre de morts. Bon. Et il y a cette très belle phrase de cela s'appelle l'aurore. Eh bien, je crois qu'après toutes les épidémies, ça permet d'avoir de nouveau un aurore, même si rien n'est comme c'était avant. C'est autre chose quand même qui apparaît.
Merci, merci Dominique d'avoir porté votre regard sur la première épidémie chroniquée, c'est-à-dire qui a fait l'objet d'écrits qui ont été conservés, cette épidémie d'Athènes. Notre prochaine émission sera consacrée à la peste antonine qui cette fois-ci n'a pas sévi à Athènes, mais à Rome cette fois-ci du temps de Marc Aurèle et de Commode entre 165 et 190 de notre ère. Merci, merci à tous, merci de nous écouter et Sabrina, n'oubliez, et bon courage à tous, bon courage à tous. oui, merci, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine émission. À bientôt.